Je m'appelle Caleb. Il y a quelques années encore, mon lit était un morceau de carton humide, posé devant une boulangerie fermée, quelque part dans un quartier où personne ne s'arrête pour regarder les âmes perdues. J'avais 17 ans. Pas de famille. Pas de foyer. Et pas d'avenir, du moins c'est ce que je pensais. Chaque nuit, le même rituel. Je m'enroulais dans une couverture sale et trouée, les bras croisés sur la poitrine pour fuir le froid. Je regardais les étoiles entre deux toits rouillés, priant un Dieu que je ne connaissais pas très bien, espérant qu'un miracle me tombe dessus. Mais les miracles n'arrivent jamais aux jeunes noirs sans abri, n'est-ce pas? Les gens passaient. Ils détournaient les yeux. Comme si mon existence était un détail gênant dans leur journée bien remplie. Je n'étais pas méchant, ni drogué, ni voleur. Juste un jeune abandonné, perdu dans une ville trop grande pour lui. Je mendiais parfois, mais pas avec insistance. Je préférais chercher des restes derrière les marchés. J'avais appris à me débrouiller, à survivre avec dignité, même si cette dignité m'étranglait parfois. Un jour, une pluie battante s'est abattue sans prévenir. Je n'avais nulle part où aller. Le carton s'était désintégré sous moi. Je me suis assis contre un mur, trempé jusqu'aux os, les mains sur les genoux, les yeux vides. C'est ce jour-là qu'elle m'a vu pour la première fois. Une femme. Bien habillée. Un regard que je n'avais jamais vu avant, ni pitié, ni peur. Mais quelque chose de plus étrange encore. De la reconnaissance. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et sans un mot, elle m'a tendu un parapluie, puis un petit sachet en papier. Je n'ai pas compris tout de suite. Je l'ai ouvert, et j'y ai trouvé un sandwich chaud. Un vrai. Du poulet rôti, du pain moelleux, et un parfum qui a traversé mes souvenirs comme un éclair. C'était le goût de l'enfance. Le goût d'un foyer. Je l'ai regardée, prêt à lui dire merci. Mais elle était déjà repartie, ses talons résonnant dans les flaques d'eau. Je ne savais pas encore que ce simple geste allait tout changer. Je m'appelle Caleb. Et voici l'histoire de ma résurrection. Le lendemain matin, j'étais réveillé par le bruit des balais qui grattent le sol, les commerçants installant leurs étals, et les moteurs des premières voitures. Ma couverture était encore humide, mon ventre à nouveau vide. Mais quelque chose avait changé. Pas autour de moi. En moi. J'avais ce goût de pain chaud dans la bouche. Et cette image en tête. Son visage. Son regard. Elle ne ressemblait pas aux autres. Elle n'avait pas agi par pitié, ni par charité froide. C'était comme si elle m'avait reconnu. Mais pourquoi? Je n'étais personne. Je me suis levé plus tôt que d'habitude. J'ai traîné dans la rue où je l'avais vue la veille, guettant chaque silhouette féminine, chaque manteau élégant. J'ignorais ce que je cherchais réellement. Peut-être la revoir. Peut-être comprendre. À midi, le soleil cognait. Je m'étais assis à l'ombre d'un vieux manguier, face à une supérette. Et là, je l'ai vue. Elle était sortie d'une voiture noire, simple mais soignée. Elle portait un tailleur beige, ses cheveux attachés en un chignon parfait. Elle entrait dans une librairie. Une vraie. Avec une devanture en bois et une clochette qui tint à l'entrée. Je me suis approché à pas lents. Mes pieds poussiéreux hésitaient à franchir le seuil. Mais mon cœur, lui, battait trop fort pour reculer. J'ai poussé la porte. Elle s'est retournée. Elle m'a reconnu immédiatement. Mais elle n'a pas été surprise. Au contraire. Elle a souri. « Tu es venu ?» dit-elle simplement. Je ne comprenais pas. « Vous m'attendiez ?» ai-je balbutié. Elle m'a observé un moment, puis a dit d'une voix douce. « On ne tend pas la main à quelqu'un sans croire en lui. » Puis elle m'a désigné une chaise. « Assieds-toi. Bois ça. » Un gobelet de jus d'hibiscus glacé m'attendait. Je l'ai pris entre mes doigts tremblants. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas parce que j'avais mal, mais parce que, dans cette pièce remplie de livres et d'odeurs de papier, quelqu'un m'avait vu. Vraiment vu. Je ne savais pas encore qui elle était, ni pourquoi elle avait posé les yeux sur moi. Mais ce jour-là, assis dans cette librairie, je sentais que ma vie venait de tourner. Lentement, mais sûrement. Et cette femme n'était pas là par hasard. Je suis resté là, dans cette petite librairie tranquille, le jus d'hibiscus encore froid entre mes mains. Autour de moi, des rayonnages de livres en bois, des odeurs de papier ancien, et un silence doux que je n'avais jamais connu. Elle me regardait sans pression, comme si elle savait que j'avais besoin de temps. Puis elle a parlé, calmement. « Je m'appelle Aïssatou. Moi c'est Caleb, ai-je murmuré. Elle a hoché la tête, comme si elle le savait déjà. « Tu n'as pas de toi, n'est-ce pas ?» J'ai baissé les yeux. « Non. Depuis 3 ans. » Elle ne m'a pas posé plus de questions. Pas de pourquoi. Pas de comment. Seulement un silence respectueux. Puis elle a dit, en se levant. « J'ai besoin d'aide, ici. Pour porter les cartons,
ranger les livres et nettoyer un peu. C'est un travail simple, mais honnête. Mon cœur a manqué un battement. Tu me proposes un travail? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Non, Caleb. Je te propose une chance. Une chance. Le mot m'a frappé de plein fouet. Comme un rayon de lumière dans une pièce fermée depuis trop longtemps. J'ai voulu parler, mais ma gorge était nouée. Alors j'ai juste hoché la tête. Elle m'a souri. Viens demain matin. 8 heures. On commence doucement. Avant de partir, elle m'a tendu une enveloppe. Dedans, il y a un peu d'argent. Pas beaucoup. Juste de quoi manger un vrai repas, te laver, acheter un t-shirt propre. Je ne te demande pas de me remercier. Je te demande de revenir. D'accord? J'ai pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Elle m'a fixé, sérieuse. Parce qu'un jour, quelqu'un a cru en moi. Et j'ai promis de faire la même chose pour un autre. Puis elle est retournée à son comptoir. Comme si de rien n'était. Comme si elle ne venait pas de poser une pierre sur un pont que je croyais impossible à bâtir. Je suis sorti de la boutique, le cœur battant, les jambes flageolantes, avec dans ma poche ce qui ressemblait à un ticket vers une autre vie. Et pour la première fois, je me suis dit que peut-être, je n'étais pas né pour mourir dans la rue. Ce soir-là, je n'ai pas dormi au même endroit. J'ai utilisé une partie de l'argent que m'avait donné Aïssatou pour acheter un plat chaud, du riz au poisson bien relevé, avec un jus frais. Rien que cette nourriture, j'avais l'impression de revivre. Puis, je suis allé dans un petit centre de lavage communautaire. Pour quelques pièces, j'ai pu me laver, couper mes ongles, me raser de près. J'ai acheté un t-shirt blanc tout simple et un pantalon en coton propre. Ce n'était pas grand-chose. Mais quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu un autre garçon. Pas encore un homme. Pas encore sauvé. Mais un jeune qui respirait un peu de dignité. Le lendemain matin, j'étais devant la librairie à 7h45. Le cœur battant, les mains moites, debout dans des chaussures usées mais propres. Je craignais qu'elle change d'avis. Qu'elle me regarde et me dise « Non, finalement, ce n'était qu'un geste de charité. » Mais à 8h pile, elle a ouvert la porte. Et m'a simplement dit « Tu es en avance. » J'aime ça. Elle m'a fait entrer. Et dès la première heure, elle m'a montré comment trier les livres, nettoyer les étagères, arranger les vitrines. C'était simple, oui, mais chaque geste comptait. Je l'écoutais attentivement. J'apprenais vite. Et surtout, je n'avais jamais été aussi concentré de ma vie. Entre deux tâches, elle me posait des questions. Pas personnelles, non. Plutôt profondes. Tu aimes lire, Caleb? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment lu. Juste les manuels d'école, avant. Et avant quoi? Avant qu'on me mette dehors. Elle n'a pas insisté. Elle a juste hoché la tête, puis m'a tendu un petit livre de poche. Lis ça. Juste une page par jour. Ce n'est pas pour travailler. C'est pour toi. Le titre était simple, Les graines de la réussite. Je l'ai pris. Je ne comprenais pas encore pourquoi. Mais au fond de moi, une voix commençait à se réveiller. Chaque jour après ça, je revenais. Ponctuel. Propre. Déterminé. Et à chaque fin de journée, elle me donnait un repas, un mot d'encouragement et un sourire sincère. Personne ne m'avait jamais traité ainsi. Pas comme un pauvre. Pas comme un dossier social. Mais comme un jeune homme avec un avenir. Et ce qu'Aïssatou ne savait pas, c'est que ce qu'elle faisait pour moi avait déjà commencé à me transformer. Chaque jour, c'était le même rituel. J'arrivais avant l'ouverture, je balayais la devanture, nettoyais les vitres, classais les livres par ordre alphabétique, par auteur, par thème. Et chaque soir, je repartais avec un livre. Toujours un. Parfois court. Parfois plus dense. Mais toujours choisi par elle. Celui-ci te fera réfléchir. Celui-là parle d'un jeune comme toi. Et celui-ci t'aidera à te connaître toi-même. Au début, je lisais sans trop comprendre. Les mots me semblaient lointains, savants. Mais très vite, j'ai senti mon esprit changer. Ma curiosité s'éveiller. Mon regard sur moi-même s'élargir. Je n'étais plus seulement Caleb le sans-abri. J'étais Caleb qui lisait. Caleb qui apprenait. Un soir, alors que je terminais un livre sur les hommes d'affaires africains partis de rien, je suis resté longtemps, assis sur les marches de la librairie fermée. Le livre encore ouvert sur mes genoux. Le cœur en feu. Je ne savais pas comment, ni quand. Mais une certitude m'avait pris aux tripes. Moi aussi, je réussirais. Pas par orgueil, mais par promesse. Je devais devenir quelqu'un. Pour elle. Pour moi. Pour que ce geste qu'elle avait eu envers moi ne soit pas vain. Le lendemain,
Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit: Aïssatou, un jour, j'aurai ma propre entreprise. Elle m'a souri, sans surprise. Bien sûr que tu l'auras. Et tu viendras me vendre des livres, je suppose? Non. Je viendrai t'en offrir. Elle a ri. Un rire doux, maternel, sincère. Puis, elle m'a demandé: Et quelle entreprise, Caleb? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je suis resté silencieux un instant. Je ne savais pas encore. Mais au fond de moi, une graine était plantée. Et comme tous les arbres puissants, il lui fallait d'abord grandir dans le silence. Ce jour-là, elle m'a tendu un petit carnet noir. Écris dedans tes idées, tes rêves, même les plus fous, même ceux qui te font peur. C'est ton espace à toi. Je l'ai pris. Et ce carnet, devenu mon compagnon de chaque nuit, allait bientôt contenir les secrets d'un futur inattendu. La nuit venue, allongé dans l'abri d'un vieux kiosque abandonné, bien plus sûr que les trottoirs de mon passé, j'ouvris pour la première fois ce carnet noir qu'Aïssatou m'avait offert. Il sentait encore le neuf. Les pages étaient lisses, vierges, immenses. Elles me regardaient, comme si elles attendaient que je leur confie mes secrets. Et pour la première fois de ma vie, j'ai osé écrire. Je m'appelle Caleb. J'ai 17 ans. Et je vais devenir quelqu'un. Ce fut la première phrase. Courte, simple. Mais elle brûlait. Je me suis arrêté là cette nuit-là. Mais le lendemain, après mon travail à la librairie, j'y suis revenu. J'ai écrit: un jour, j'aurai un local. Une idée. Une équipe. Une solution pour aider d'autres jeunes comme moi. Je ne sais pas encore quoi, ni comment. Mais je sais pourquoi. Et ainsi, chaque jour, je couchais mes pensées dans ce carnet. Des rêves. Des idées vagues. Des réflexions. Des peurs aussi. Je notais chaque mot nouveau appris dans un livre. Chaque citation qui me frappait. Je gribouillais même des logos imaginaires, des noms de sociétés fictives. J'étais encore sans toit fixe, sans argent, sans réseau. Mais j'avais une arme. La vision. Et Aïssatou, dans son silence bienveillant, lisait dans mes yeux que quelque chose en moi s'allumait. Tu avances vite, m'a-t-elle dit un soir. Parce que tu m'as donné des jambes, ai-je répondu. Elle a souri, comme toujours. Et ce soir-là, elle m'a proposé quelque chose de nouveau. Il y a une conférence samedi. Des jeunes entrepreneurs qui partagent leur parcours. Ce n'est pas très loin. Si tu veux, je peux t'y inscrire. Gratuitement. Tu n'auras qu'à écouter. J'étais surpris. Mais, j'ai pas de costume, pas de quoi me présenter. Tu as une cervelle, une volonté et un carnet. C'est largement suffisant. Ce samedi-là, ce fut ma première immersion dans un monde que je croyais réservé aux autres. J'ai écouté. J'ai observé. J'ai noté comme un forcené. Et j'ai compris une chose. Le secret des grands, ce n'est pas d'avoir eu de la chance. C'est d'avoir cru que c'était possible. Et moi, je commençais à y croire. Ce samedi-là, je suis arrivé à la conférence en avance. Le bâtiment n'était pas immense, mais il était beau, propre, organisé. Des jeunes bien habillés discutaient devant, certains portaient des chemises repassées, d'autres des tailleurs modernes. Moi, j'étais là, dans mon t-shirt le plus propre, les mains tremblantes dans les poches, le carnet d'Aïssatou dans l'autre main, comme une armure invisible. Je n'ai parlé à personne. Mais j'ai observé tout le monde. Et quand les lumières se sont tamisées dans la salle, un silence respectueux s'est installé. Le premier intervenant est monté sur scène. Un homme grand, la quarantaine, avec une voix grave et posée. Il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. J'étais balayeur d'école. Aujourd'hui, je gère 6 entreprises sur 3 continents. Tout a commencé avec une idée et la rage de ne pas mourir invisible. Mon cœur s'est serré. J'avais l'impression qu'il parlait de moi. Qu'il me parlait à moi. Pendant 2 heures, d'autres intervenants se sont succédés. Des femmes puissantes, des jeunes revenus de l'exil, des anciens orphelins devenus créateurs d'applications, designers, restaurateurs. Tous avaient connu l'oubli, la faim, le rejet. Et tous avaient transformé leur douleur en levier. Je notais frénétiquement. Ce n'est pas là où tu dors qui détermine qui tu es, c'est là où tu veux aller. Entoure-toi de ceux qui voient ton potentiel avant même que tu l'exprimes. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une préparation. Chaque mot était un coup de tonnerre dans ma poitrine. Et plus les discours avançaient, plus une certitude m'envahissait. Moi aussi, j'avais une histoire. Moi aussi, j'avais quelque chose à bâtir. À la fin de la conférence, je suis resté assis un long moment. La salle se vidait, les rires se mêlaient aux félicitations. Et moi, j'avais les yeux pleins de larmes. Je ne pleurais pas parce que j'étais triste. Mais parce que,
pour la première fois, je savais que j'étais à ma place. Que ce monde-là pouvait être le mien. Sur le chemin du retour, je suis passé devant un cybercafé. J'ai regardé les gens à l'intérieur, tapant sur des claviers, concentrés, sérieux. Et là, un mot m'est venu. Un mot que j'ai inscrit, en grosses lettres, en première page de mon carnet. Start-up. Je ne savais pas encore ce que ça allait être. Mais ce mot allait bientôt devenir ma direction. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Allongé dans un coin tranquille près du vieux dépôt de bus désaffecté, mon carnet serré contre moi, je relisais chaque mot que j'y avais noté. Et ce mot, start-up, tournait en boucle dans ma tête. Je ne savais pas encore ce qu'il voulait dire exactement. Mais il sonnait comme une promesse. Un départ. Un changement. Le lendemain, dès l'aube, j'étais de retour à la librairie. Aïssatou m'a vu entrer, les yeux cernés mais pleins de feu. Alors, ça t'a plu? C'était plus qu'un choc. C'était une révélation. Elle a souri, satisfaite. Et qu'as-tu retenu? Qu'il faut savoir créer ce qui manque autour de soi. Même avec rien. Je lui ai montré mon carnet. Elle l'a feuilleté en silence, puis m'a dit « Tu es prêt à apprendre sérieusement? À comprendre ce qu'est une entreprise, une idée, un projet ?» Oui. Elle a disparu dans l'arrière-boutique et elle est revenue avec 3 livres. Des titres comme « De l'idée à l'action »,« Le guide du jeune entrepreneur africain »,« Commencer sans argent ». Ce ne sont pas des livres de rêve, Caleb. Ce sont des livres de guerre. Prépare-toi à travailler dur, à tomber, à te relever, à ne pas briller tout de suite. Je les ai pris comme on saisit un trésor. Puis elle a ajouté « Je t'ai aussi inscrit dans un centre numérique gratuit. Tu pourras apprendre l'informatique de base. C'est à 3 rues d'ici. Dis que tu viens de ma part. » Encore une fois, elle m'ouvrait une porte. Sans rien demander. Ce jour-là, je suis allé au centre. J'ai appris à créer une adresse mail, à utiliser Word, à taper un texte. J'ai ouvert un fichier vierge et j'ai tapé pour la première fois de ma vie. Caleb Project, création d'une solution pour les jeunes sans repère. Ce nom est venu tout seul. Mais il sonnait juste. J'ai commencé à imaginer une application, un espace, un lieu, une communauté. Un truc pour ceux qu'on oublie. Les jeunes comme moi. Les laissés pour compte. Les invisibles. C'était encore flou. Mais j'avais une flamme dans le ventre. Chaque jour, après mon service à la librairie, je passais 2 heures au centre numérique. Et chaque soir, j'écrivais dans mon carnet. Peu à peu, mon idée prenait forme. Et sans le savoir, je venais de faire mes premiers pas vers une fortune bien plus grande que l'argent. Pendant des semaines, ma vie suivit un rythme presque militaire. Le matin, librairie avec Aïssatou, nettoyage, rangement, discussion sur les livres, réflexion sur les mots. L'après-midi, apprentissage au centre numérique. Comment créer un tableau Excel, comment faire une présentation PowerPoint, comment faire une recherche efficace sur Internet. Le soir, lecture et écriture dans mon carnet. Et chaque jour, mon idée mûrissait. Elle devenait moins vague. Plus structurée. Je voulais créer une plateforme. Un outil simple, accessible, gratuit. Un espace numérique pour les jeunes de la rue, les orphelins, les oubliés. Un lieu où ils pourraient apprendre des compétences pratiques. Couture, mécanique, cuisine, informatique. Où ils pourraient trouver des contacts, de l'écoute, une vraie communauté. Mais à mesure que je construisais cette vision dans ma tête, le doute, lui aussi, grandissait. Qui es-tu, Caleb? Tu crois vraiment qu'un gars comme toi peut créer une entreprise? Tu n'as ni diplôme, ni réseau, ni argent. Tu es encore un rien. Ces pensées venaient la nuit. Quand le silence était trop grand. Quand les chiens aboyaient au loin et que la faim revenait comme une vieille amie. Je regardais mes cahiers, mes écrans, mes rêves. Et parfois, je tremblais. Un soir, je suis resté longtemps assis sur un banc, devant la mer. Je fixais les vagues, l'esprit vide. Puis j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Tu comptes abandonner ?» C'était Aïssatou. Je n'ai rien répondu. Elle s'est assise à côté de moi. « Tu sais, Caleb, même moi, j'ai douté. » Vous? Bien sûr. Quand j'ai ouvert ma librairie, on m'a dit que les livres ne nourrissent pas. Que personne ne lirait. Que j'étais une rêveuse inutile. Mais j'ai continué. Pas pour leur prouver qu'ils avaient tort. Mais pour prouver à la petite fille que j'étais qu'elle avait raison d'y croire. Elle m'a regardé. « Tu doutes? C'est bon signe. Ça veut dire que tu avances. » Puis elle a posé un petit objet dans ma main. Une clé. Qu'est-ce que c'est? Une chambre. Pas grande,
mais propre. Elle est à toi pour les 2 mois qui viennent. Considère ça comme un prêt. Pas un don. Je n'arrivais pas à parler. Ma gorge était trop serrée. Dors. Mange. Travaille. Le monde n'appartient pas aux riches, Caleb. Il appartient aux déterminés. Et elle est repartie, comme toujours, sans attendre un merci. Je suis resté là, la clé dans la main. Et j'ai compris une chose. La foi que les autres ont en nous peut parfois rallumer la nôtre. Quand j'ai inséré la clé dans la serrure, mes mains tremblaient. C'était une petite porte en bois, située à l'arrière d'un immeuble modeste, dans une ruelle calme. À l'intérieur, une pièce carrée, propre, avec un lit simple, une table, une chaise, un seau d'eau, une fenêtre qui donnait sur un vieux flamboyant. Pas de luxe. Mais pour moi, c'était un palais. Je suis resté là, debout, sans bouger, pendant de longues minutes. Comme si j'avais peur que tout disparaisse. Puis je me suis assis sur le lit. Le matelas grinçait doucement. J'ai passé ma main sur le drap propre, j'ai respiré l'air du lieu. Et j'ai pleuré. Pas à cause de la douleur. Mais à cause de ce sentiment étrange. J'existais enfin. J'avais un lieu. Un repère. Un début. Ce soir-là, je me suis endormi sans crainte d'être réveillé par la pluie, les policiers ou les rats. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Je me suis lavé avec l'eau fraîche du seau. J'ai mis mon pantalon propre et j'ai ouvert grand la fenêtre. Le soleil baignait la pièce d'une lumière paisible. Et dans ma tête, une seule phrase résonnait. Maintenant, plus d'excuses. Avec cette stabilité nouvelle, j'ai commencé à structurer mon projet. Chaque soir, après la librairie et le centre numérique, je rentrais dans cette chambre et je travaillais. J'avais dessiné un schéma de ma future plateforme. Des modules de formation, une carte des centres d'accueil, des mentors bénévoles, un espace d'expression libre. Je ne savais pas coder. Mais j'avais des idées. Et j'étais prêt à les défendre. Je me suis mis à lire sur les incubateurs, les concours pour jeunes entrepreneurs, les financements sociaux. J'ai trouvé un programme qui m'a marqué, un concours national pour jeunes innovateurs. Il y avait une condition, il fallait envoyer une vidéo de présentation du projet. 1 minute 30. Simple, claire, convaincante. Je n'avais jamais parlé devant une caméra. Mais j'ai décidé d'essayer. Avec un vieux téléphone que m'a prêté un jeune du centre numérique, j'ai enregistré. 10 fois, 20 fois, 30 fois. Je bredouillais. Je bafouillais. Je transpirais. Mais à la 33e prise, j'ai parlé avec le cœur. Et cette fois, c'était la bonne. Je l'ai envoyé. Et pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai vécu avec un mélange d'espoir et de peur. Un seul mot en majuscule. Félicitations. Je suis resté figé. J'avais été sélectionné. Parmi plus de 1200 candidatures. Moi, le garçon des rues. Celui qu'on évitait du regard. Celui qui écrivait ses rêves dans un carnet sale à la lumière d'un lampadaire. J'étais pris. Et ce n'était que le début. Le message m'avait cloué sur place. Je relisais ce mot. Félicitations. C'était irréel. J'avais été sélectionné pour participer à la phase finale du concours des jeunes innovateurs. Une formation intensive, suivie d'une présentation en public, devant des entrepreneurs, des investisseurs et des caméras. J'ai levé les yeux vers Aïssatou. Elle m'observait déjà. C'est bon, pas vrai? J'ai juste hoché la tête, incapable de parler. Elle a souri, puis a simplement dit. Prépare-toi. Maintenant, le monde va te voir. Les jours qui suivirent furent les plus intenses de ma jeune vie. J'ai été convoqué dans un centre moderne, propre, climatisé, où l'on m'a assigné un mentor, un homme calme et méthodique, ancien cadre devenu coach pour jeunes talents. Il m'a écouté longuement, carnet à la main. Puis il a dit, « Ton idée est puissante, parce qu'elle naît de ta douleur. Mais pour convaincre, il faut la structurer, la rendre lisible. Il faut que tu racontes ton histoire, sans pleurnicher, avec clarté, avec feu. » Alors j'ai appris à structurer une présentation, à poser ma voix, à respirer avant de parler, à regarder les gens dans les yeux. Chaque jour, je rentrais dans ma chambre avec la tête en feu. Mais le cœur, grandissant. Et le grand jour arriva. Je portais une chemise offerte par un autre participant, un pantalon repassé et une paire de chaussures d'occasion. Mais je me sentais puissant, parce que j'étais vrai. Dans la grande salle, les gens défilaient les uns après les autres. Des projets brillants, des mots bien rodés, des idées innovantes. Et puis, ce fut mon tour. Je suis monté sur scène. Les lumières m'éblouissaient. Mon cœur cognait dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Mais dès que j'ai ouvert la bouche, tout est devenu clair.
Je leur ai parlé de la rue, du froid, du silence, de l'invisibilité. Je leur ai parlé d'Aïssatou, de la librairie, du carnet, du centre numérique. Et de cette idée qui avait germé, comme une graine dans le béton. Je leur ai dit que je ne voulais pas sauver le monde, mais offrir un repère à ceux qui n'en ont pas. Un endroit pour apprendre, parler, rêver. Pour que d'autres Caleb sachent qu'ils ont le droit d'exister. Quand j'ai terminé, il y eut un silence. Puis, des applaudissements. Forts, longs, sincères. Je suis descendu de scène, essoufflé, vidé. Mais debout. Et dans les yeux de ceux qui m'ont croisé ce jour-là. Je n'étais plus un garçon perdu. J'étais un bâtisseur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un nouvel appel. Le projet Caleb Project venait d'obtenir le premier prix. Et avec lui, un financement, un accompagnement et un local. La boucle semblait bouclée. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le destin m'avait réservé bien plus. Et qu'une surprise inattendue, venue du passé, allait bientôt bouleverser tout le reste. Après l'annonce de ma victoire, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Le téléphone sonnait sans arrêt. Des journalistes voulaient m'interviewer. Des associations me proposaient de collaborer. Des jeunes de quartiers oubliés m'écrivaient pour me remercier d'avoir osé parler. Et moi, Caleb, le garçon qui dormait à même le sol, je marchais désormais droit, la tête haute, avec ce mélange étrange de fierté et d'humilité dans la poitrine. Je passais mes journées entre réunions, formations complémentaires et visites de terrain pour installer le premier local de Caleb Project. Ce local, c'était plus qu'un bâtiment. C'était un refuge, un tremplin, un endroit avec des ordinateurs en libre accès, des ateliers, une bibliothèque, des séances de coaching. Tout ce que j'aurais rêvé d'avoir, là où moi je n'avais rien. Un soir, alors que je terminais l'installation d'une grande affiche sur la façade, avec les mots « Ici, ta douleur devient ta force », une femme s'est arrêtée devant. Elle me fixait. Longtemps. En silence. Elle portait un pagne sobre, un foulard bleu ciel, et tenait un sac en osier. Ses yeux étaient pleins d'ombre et de quelque chose d'autre. Un mélange d'étonnement, de trouble et de regret. Je me suis figé. Son visage. Je le reconnaissais. Malgré les années. Malgré les cicatrices du temps. Elle a murmuré. Caleb, ma gorge s'est nouée. Le monde s'est arrêté. Maman. Elle a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Je suis désolé, a-t-elle dit. Tu es vivante? Tu m'as laissé seule. Je n'ai pas crié. Mais ma voix tremblait de colère tenue. Elle s'est mise à pleurer. Pas de ces larmes qui implorent, mais de celles qui tombent comme un poison trop longtemps gardé. Je n'avais pas le choix. Ton père. Il me battait. J'ai fui. Et quand je suis revenu, tu n'étais plus là. Personne ne savait où tu étais. Je t'ai cherché. Des années. Mais j'ai échoué. Elle a sorti de son sac un vieux carnet abîmé. À l'intérieur, des coupures de journaux, des photos de moi sur scène, des articles sur Caleb Project. Elle me suivait de loin. Je ne savais pas quoi faire. Ni quoi dire. Mon cœur explosait entre rancune et soulagement. Puis, j'ai regardé derrière moi. Le local était allumé. Des jeunes riaient à l'intérieur, lisant, partageant, apprenant. Et je me suis souvenu de la promesse que je m'étais faite. Ne jamais reproduire l'abandon. Alors j'ai tendu la main vers elle. Entre. Tu me pardonnes? Je ne sais pas encore. Mais entre. Ici, on reconstruit. Et pour la première fois, depuis très longtemps, je n'étais plus seul. Les jours suivants furent un mélange de troubles et de guérison. Avoir ma mère près de moi, après tant d'années de silence, de vide, de questions sans réponse. C'était comme réveiller une blessure mal refermée. Mais aussi, comme sentir le vent doux d'une paix que je n'avais jamais connue. Elle ne parlait pas beaucoup. Mais elle m'observait. Elle m'écoutait expliquer les objectifs de Caleb Project, elle m'aidait à ranger les livres, à préparer du thé pour les jeunes, à balayer les locaux le matin. Et surtout, elle m'appelait « mon fils », comme pour rattraper chaque année d'absence par un mot. Un soir, après une longue journée de formation avec les nouveaux arrivants, elle m'a tendu une photo. C'était moi, enfant. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Souriant, insouciant, dans ses bras. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Caleb. Mais tu es parti. Je suis parti pour survivre. Pas pour t'abandonner. Je n'ai pas su répondre tout de suite. Alors je lui ai pris la main. Maintenant, tu es là. Et moi aussi. Alors on va reconstruire. Lentement. Mais on va y arriver. Ce moment-là ne m'a pas rendu mon enfance.
Mais il m'a rendu une origine. Et ça, c'était déjà énorme. Pendant ce temps, Caleb Project grandissait. Le bouche à oreille faisait son effet. Des jeunes arrivaient chaque semaine, parfois timides, parfois agressifs, souvent brisés. Et je les reconnaissais tous. Parce que j'avais été eux. Je leur disais souvent. Vous n'avez pas échoué. On vous a juste appris à vous taire. Ici, on va réapprendre à vous écouter. Et surtout, à vous faire entendre. Nous avons mis en place des ateliers hebdomadaires. Écris ton histoire. Apprendre à parler en public. Créer son activité avec 0 francs. Savoir dire non. Certains pleuraient pendant les séances. D'autres retrouvaient leur premier sourire depuis des mois. Mais tous repartaient avec une étincelle dans le regard. Aïssatou venait encore, souvent. Elle se tenait en retrait, observant avec fierté, et me lançait parfois. Tu es en train de faire plus que bâtir un centre. Tu es en train de construire des hommes. Un jour, elle m'a demandé. Et ta prochaine étape? Tu y as pensé? Je l'ai regardé. J'ai envie de porter Caleb Project au-delà de cette ville. Dans chaque capitale du pays. Et même au-delà, un jour. Pour que personne, nulle part, n'ait plus jamais à dormir par terre sans espoir. Elle a souri, puis a répondu doucement. Alors il est temps que tu rencontres quelqu'un. Qui ça? Une femme. Une amie. Et peut-être, ton destin. Le lendemain, Aïssatou m'accompagna à un rendez-vous un peu particulier. Elle ne m'avait pas dit grand-chose, sinon. C'est une femme rare. Elle a souffert. Elle a combattu. Et elle a gagné. Mais surtout, elle sait reconnaître les graines de grandeur avant qu'elles ne deviennent des arbres. Nous avons traversé la ville, jusqu'à un quartier résidentiel calme, bordé de flamboyants et de murs en terre ocre. Devant une maison sobre mais élégante, Aïssatou s'arrêta. C'est ici. Nous avons été accueillis par une jeune assistante, souriante, qui nous guida vers un petit salon lumineux. Là, assise dans un fauteuil, une femme nous attendait. Elle était dans la cinquantaine, la peau d'un noir lisse, les yeux puissants, et une prestance qui imposait silence et respect. Caleb, voici Madame Neya Bayo. Fondatrice de Femmes d'Impact Afrique. Mentor de plusieurs jeunes entreprises sociales. Et mécène discret de projets humains. Elle me tendit la main. Sa poignée était ferme, assurée. J'ai beaucoup entendu parler de toi, Caleb. Mais j'ai voulu te rencontrer pour savoir si tu étais vraiment ce qu'on dit, ou seulement une belle histoire passagère. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai dit la vérité. Je ne suis pas une belle histoire. Je suis une cicatrice qui a refusé de s'infecter. Elle m'a observé longtemps. Puis a souri. Voilà ce que j'attendais. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a posé des questions précises. Comment je comptais faire évoluer Caleb Project? Comment je gérais les fonds? Quels étaient mes indicateurs de transformation? Quelles erreurs j'avais déjà commises? Je répondais sans tricher. Avec clarté. Avec foi. Puis elle a dit. Je t'offre 3 choses. 1. Un partenariat avec Femmes d'Impact pour t'aider à déployer Caleb Project dans 3 nouvelles villes. 2. Un accès à un réseau international d'entrepreneurs sociaux. 3. Et si tu l'acceptes, mon accompagnement personnel pendant 1 an. Je suis resté muet. Mon cœur battait à m'en briser les côtes. Pourquoi, moi? Ai-je demandé. Elle a répondu sans détour. Parce que tu n'attends pas d'être parfait pour agir. Tu as connu le sol, et tu veux offrir un toit. Tu as ce qu'on ne peut ni acheter, ni fabriquer, la vérité d'un vécu. Elle a marqué un temps. Et aussi parce qu'Aïssatou croit en toi. Et sa parole vaut de l'or. En sortant de ce salon, le soleil semblait différent. Le ciel plus vaste. Le monde plus proche. J'avais désormais un nouvel horizon. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que cette rencontre allait me propulser sur une scène mondiale. Mais aussi réveiller des ennemis du passé, tapis dans l'ombre. Les mois qui suivirent furent fulgurants. Grâce à l'aide de Madame Neya Bayo et de son réseau, Caleb Project s'implanta dans 3 autres villes du pays. Chaque centre reprenait le même modèle. Un espace d'accueil chaleureux, des ateliers pratiques, un coin lecture, une salle informatique, et surtout, une équipe formée à écouter sans juger. Je voyageais désormais chaque semaine, enchaînant formations, conférences, signatures de partenariats. Des ONG me sollicitaient. Des ministères voulaient discuter. Et mon visage commençait à apparaître dans les médias. L'enfant des rues devenu lumière pour la jeunesse oubliée. Mais avec la lumière, viennent toujours les ombres. Un soir, après une conférence dans une grande université, je reçus un message anonyme. Tu n'étais rien. Tu redeviendras rien. On sait ce que tu caches. Mon sang se glaça.
Mais je ne répondis pas. Je fis comme si ce n'était rien. Juste une jalousie parmi tant d'autres. Mais 2 jours plus tard, une vidéo circula sur les réseaux. Un homme, crâne rasé, cigarette aux lèvres, me désignait du doigt dans un enregistrement amateur. Ce Caleb-là, je le connais. Il n'a rien inventé. Ce projet, c'était à moi, à l'origine. Il m'a volé mon idée, mes notes. Il me doit tout. La vidéo fit du bruit. Certains y crurent. D'autres non. Aïssatou m'appela immédiatement. « Tu connais cet homme ?»« Oui, ai-je répondu d'une voix basse. « Qui est-ce ?»« Mon père. » Silence. Long. Douloureux. « Il est vivant, ajoutai-je. Et il m'a retrouvé. Je n'en avais jamais parlé. Pas même à elle. Mais oui, cet homme était mon père. Un tyran. Un bourreau. Un fantôme que je pensais avoir enterré. Et voilà qu'il réapparaissait, non pour réparer, mais pour détruire. « Tu ne dois pas fuir, » m'a dit Aïssatou. « Ce que tu as construit est plus solide que ces mensonges. Mais tu dois lui faire face. À ta manière. » J'ai passé la nuit à écrire. Pas pour me défendre, mais pour raconter. Le lendemain, j'ai publié une lettre ouverte. Je n'ai volé personne. Je n'ai hérité de rien. J'ai bâti mon projet avec mes nuits d'insomnie, mes blessures, mes rêves, et la main tendue d'une femme qui n'attendait rien en retour. Mon passé est sale, oui. Mais c'est justement de cette boue que j'ai fait pousser mes racines. Que ceux qui doutent viennent me voir. Que ceux qui savent se souviennent. On ne détruit pas une vérité née dans la poussière avec une vidéo née dans la rancune. Cette lettre fut partagée des milliers de fois. Et au lieu de me briser, elle me révéla. Mais mon père ne lâcha pas. Il préparait quelque chose de plus grave. Quelque chose qui allait menacer non seulement ma réputation, mais aussi la survie même de Caleb Project. Une semaine après la publication de ma lettre, alors que je pensais avoir calmé la tempête, un courrier officiel arriva dans le bureau principal de Caleb Project. Cachet rouge. Timbre administratif. En tête du ministère de l'Intérieur. Je l'ouvris, le souffle suspendu. Objet. Ouverture d'une enquête pour soupçon de détournement de fonds, usurpation d'identité et escroquerie. Vous êtes convoqué dans un délai de 72 heures. Mon cœur s'est figé. C'était lui. Mon père. Il n'avait pas réussi à m'atteindre dans la rue, ni sur les réseaux. Alors il attaquait légalement. Je sentis la panique monter. Et cette peur, que je croyais enterrée, revint me frapper de plein fouet. Aïssatou arriva rapidement au siège. Elle me trouva, le visage pâle, la main tremblante sur la lettre. « Il frappe là où ça fait le plus mal », dit-elle d'un ton grave. « S'il réussit, je perds tout, Aïssatou. »« Non, Caleb. Tu ne perdras pas tout. Tu ne perdras que ce que tu n'as pas construit avec le cœur. Et ton cœur, il est solide. » Elle prit les devants. Appela un avocat. Contacta Madame Neya. Prépara un dossier complet. Preuves de financement, reçus, relevés de comptes, témoignages de bénéficiaires, extraits d'activité. Pendant 3 jours, j'ai vécu dans une tension insupportable. Je dormais mal. Je mangeais peu. Et surtout, je regardais les jeunes de mes centres avec une douleur sourde. Je craignais qu'ils soient les premiers à tout perdre. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ces mêmes jeunes, eux aussi, se préparaient à agir. Le matin de ma convocation, une foule m'attendait devant les locaux du ministère. Pas des curieux, pas des journalistes, mais les jeunes de Caleb Project. Habillés proprement, souriants, calmes. Certains tenaient des pancartes. Je ne suis pas un escroc. Je suis un enfant que Caleb a relevé. Ce centre m'a évité la prison. Il mérite la protection, pas l'accusation. Il y avait même des parents, des enseignants, des bénévoles, et quelques figures publiques locales. J'ai eu du mal à retenir mes larmes. À l'intérieur, l'interrogatoire fut long, sec, froid. Mais je n'ai rien caché, rien exagéré. J'ai montré, page après page, que tout avait été fait avec rigueur. Et que derrière les chiffres, il y avait des vies changées. Quand je suis sorti, le directeur d'enquête a simplement dit « Vous êtes peut-être jeune, mais vous êtes mieux organisé que certains ministères. » Puis, il m'a tendu la main. Le soir même, un communiqué officiel fut publié. Aucune preuve de malversation. Caleb Project est reconnu comme initiative sociale exemplaire. J'étais blanchi. Officiellement. Mais dans mon cœur. Je n'étais plus innocent. J'étais endurci. Mon père, furieux, disparut à nouveau dans l'ombre. Mais moi, j'avais franchi une étape. Car ce jour-là, j'ai compris que la grandeur ne se mesure pas au succès,
mais a la capacité de tenir debout quand tout veut vous faire tomber. Après la tempête, un calme étrange s'installa. Pas celui du repos, mais celui des survivants, de ceux qui ont traversé un incendie et qui en ressortent avec des cendres dans les yeux et du feu dans les veines. Je n'étais plus le même. Moi, Caleb, l'enfant des rues. J'étais désormais un homme que même l'État avait reconnu. Et mes ennemis, même tapis dans l'ombre, savaient désormais une chose. Je ne tomberai plus seul. Caleb Project continua de croître. Grâce au soutien de Neya Bayo et d'autres fondations partenaires. Nous avons lancé un programme d'accompagnement psychologique pour les jeunes. Un autre pour les jeunes mères en détresse. Et même une cellule juridique pour ceux accusés à tort ou rejetés sans défense. Mais surtout, nous avons créé la première promotion de formateurs issus du programme. C'était là ma plus grande fierté. Voir ces jeunes que j'avais accueillis fatigués, tremblants, sans voix. Enseigner à d'autres ce qu'ils avaient reçu. Parmi eux, il y avait Issa, ancien vendeur de sachets plastiques devenu animateur en leadership. Fatou, ex-fille de la rue, désormais formatrice en gestion budgétaire. Et Saliou, un orphelin silencieux devenu la voix des débats publics de notre centre. Ils étaient la preuve vivante que la pauvreté n'est pas une identité. Un soir, alors que je relisais une ancienne page de mon carnet dans ma chambre, je suis tombé sur cette phrase, griffonnée des années plus tôt. Je veux un jour changer une seule vie. Je me suis mis à sourire. Parce que sans m'en rendre compte, c'était désormais des centaines de vies qui avaient changé. Mais quelque chose me manquait. Quelque chose que je n'avais jamais vraiment nommé. Un vide que ni la réussite, ni la reconnaissance, ni même la paix avec ma mère n'avaient rempli. Un vide que je ressentais chaque soir, seul dans cette chambre. Malgré tout ce que j'avais bâti. Je voulais donner. Mais j'avais aussi besoin de recevoir. Et ce vide allait bientôt être éclairé par un regard. Celui d'une jeune femme que je rencontrerais par hasard. Mais qui, comme Aïssatou des années plus tôt, poserait sur moi un regard qui voit. C'était un jour comme les autres. Une journée de pluie fine, de café tiède, de réunions prolongées et de fatigue accumulée. Je venais de terminer une conférence sur l'impact social à l'université de Ziguinchor. La salle s'était vidée. J'étais resté seul, à ranger quelques papiers dans mon sac, quand une voix douce mais claire m'interpella depuis le fond de la salle. Tu ne parles jamais de toi, Caleb. Toujours de tes jeunes, de ta cause, de tes douleurs. Mais toi, qui es-tu quand la lumière s'éteint? Je me retournai, surpris. Elle se tenait là. Silhouette calme. Cheveux nattés en couronne. Un tailleur sobre, un carnet à la main, un stylo coincé entre les doigts. Je suis un survivant, je suppose, ai-je répondu, un peu pris au dépourvu. Elle sourit. Un sourire sincère, sans masque. Tu ne te rends pas compte que parfois, survivre ne suffit plus. Il faut vivre. Elle s'approcha. Je m'appelle Mariam Dia. Journaliste. Je travaille pour un magazine panafricain sur les acteurs du changement. Et j'ai demandé à couvrir ton histoire. Pas ton projet. Toi. Elle me fixa avec une intensité douce, mais déroutante. Je n'avais jamais été préparé à cela. Les projecteurs, les micros, les plateaux télé, les discours, oui. Mais une personne qui me demandait de parler de mon cœur nu, jamais. Pourquoi veux-tu parler de moi? Ai-je soufflé? Parce que tu es devenu un symbole, Caleb. Et les symboles, on les glorifie, mais on oublie qu'ils saignent eux aussi. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. Je ne veux pas de phrases travaillées. Je veux tes silences, tes contradictions, tes rêves que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Elle m'a tendu une carte. Quand tu seras prêt, appelle-moi. Pas pour une interview, pour une conversation. Puis elle est partie. Comme ça, sans forcer, sans attendre. Et moi, je suis resté là, figé, parce que dans ce court échange, elle avait posé la main sur ce vide que je cachais si bien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans ma chambre, la carte de Mariam posée devant moi. Et une question me rongeait. Et si j'avais le droit d'aimer aussi, d'être vulnérable, d'être autre chose qu'un pilier? Et si derrière le combattant, il y avait encore un garçon, qui attendait d'être vu, pour lui-même? Ce que j'ignorais, c'est que cette rencontre n'était pas un simple détour. C'était le début d'un bouleversement. Un doux chaos. Une tempête qui ne détruit pas, mais qui révèle. J'ai mis 3 jours à l'appeler. 3 jours à tourner cette petite carte blanche entre mes doigts. À hésiter. À écrire son numéro dans mon téléphone, puis à l'effacer. À me demander ce que j'avais à offrir, en dehors de ma force, de ma résilience, de mon passé. Mais au 4e soir, sans réfléchir, j'ai appuyé sur appeler.
Caleb, sa voix, posée, naturelle. Oui, je suis prêt à parler. Alors ne parle pas. Marche. Je t'attends au jardin public, près de la fontaine. Ce soir. Elle avait ce ton doux mais ferme, celui des gens qui savent que les mots sincères ne se forcent pas, ils se cueillent, comme des fruits mûrs. Je l'ai rejointe. Elle m'attendait, assise sur un banc de pierre, vêtue simplement, les cheveux attachés. Elle m'a juste souri. Tu as l'air fatigué, dit-elle. Je suis toujours fatigué. Non. Pas le corps. L'âme. Je me suis assis à côté d'elle. Et là, dans ce jardin presque désert, sous le souffle léger du vent, les mots sont sortis. Comme une inondation qu'on ne peut plus contenir. Je lui ai parlé. De la rue. Des nuits glacées. De la première bouchée de pain chaud qu'on m'avait donnée. d'Aïssatou. Du jour où j'ai cru que mourir aurait été plus facile. Des jeunes que j'aide, mais que je porte parfois comme des fardeaux silencieux. Et elle m'écoutait. Pas avec pitié. Pas avec fascination. Mais avec une présence totale. À la fin, je lui ai demandé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Elle a levé les yeux vers les étoiles, puis dit. Parce que tu as oublié d'exister pour toi. Tu vis pour sauver. Tu vis pour réparer. Tu vis pour être le repère des autres. Mais qui, Caleb, te regarde quand tu ne portes plus ton armure? J'étais sans voix. Et puis, a-t-elle ajouté en souriant, je t'aime bien. Ta vérité. Ta maladresse. Ta manière de fuir quand on te regarde trop longtemps. Nous avons ri. Ce soir-là, je n'ai pas sauvé une vie. Je n'ai pas signé un partenariat. Je n'ai pas gagné de prix. Mais j'ai gagné un miroir. Quelqu'un qui me voyait, sans me réduire à mes exploits. Les jours suivants, nous nous sommes revus. Pas souvent, mais toujours profondément. Elle posait des questions qui piquaient. Me demandait si je savais encore rêver pour moi, pas seulement pour les autres. Et sans que je le dise à haute voix. Je sentais naître un sentiment que je ne connaissais pas. Quelque chose de tendre. De fragile. Quelque chose d'interdit depuis la rue. De l'amour. Mais alors que mon cœur s'ouvrait, un appel inattendu allait venir tout bouleverser. Un appel qui me ramènerait à mes origines. À une vérité que j'avais enfouie. Et qui menaçait d'éteindre tout ce que j'avais construit. Il était 6h42 du matin. Je m'apprêtais à sortir pour rejoindre le nouveau centre pilote de Caleb Project, quand mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Je décrochai. Caleb? Oui. Ici le centre hospitalier de Thiès. Votre présence est requise d'urgence. C'est au sujet de votre mère. Mon sang se glaça. Je fonçai. Le trajet fut flou. Des souvenirs me traversaient par vagues. Ces silences, ces efforts pour recoller nos morceaux, ses mains qui préparaient le thé, son regard parfois noyé d'un passé trop lourd. J'arrivai dans un petit couloir gris, l'odeur de désinfectant piquant les narines. Une infirmière me conduisit vers une salle. Elle était là, allongée, pâle, une perfusion au bras, les yeux mi-clos. Elle me sourit faiblement. « Tu es venu, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas important maintenant. Ce qui compte, c'est que je n'ai plus beaucoup de temps, et que tu dois savoir. » Savoir quoi? La vérité. Sur ton père. Sur toi. Elle prit une grande inspiration, puis sa voix devint plus ferme. L'homme que tu crois être ton père, ne l'est pas. Je reculai, confus. Comment ça? Ce n'était qu'un homme violent, jaloux, que j'ai épousé trop jeune. Mais toi, tu es né d'un autre homme. Un homme bon. Un homme que j'aimais, mais qu'on m'a interdit d'épouser. Je la fixai, incapable de comprendre. Il était d'un autre groupe ethnique. Mon père, ton grand-père, a refusé cette union. Il m'a marié de force. Mais tu es né de ce premier amour. Et c'est pour cela que ton père t'a toujours haï. Les pièces du puzzle s'assemblaient d'un coup. Son mépris, sa violence, son rejet. Ce n'était pas moi qu'il détestait. C'était ce que je représentais. Je voulais te dire la vérité plus tôt, continua-t-elle, mais la honte, la peur. Je ne savais pas comment. Elle toussa. Son souffle devenait court. Et cet homme, mon vrai père, il est vivant. Et, il t'a vu. Je la regardais, stupéfait. Il te suit. Depuis un moment. Il a assisté à une de tes conférences. Il m'a écrit. Il a reconnu ton regard. Il voulait t'approcher, mais il avait peur. De te troubler. De ne pas être à la hauteur. Elle sortit une lettre d'une petite boîte posée sur la table. Il s'appelle Abdoulaye. Il est instituteur à la retraite. Et il t'attend. Je pris la lettre.
Je n'osais pas l'ouvrir. Mes mains tremblaient. Trop de vérité. Trop de poids. Ma mère me prit la main. Pardon, Caleb. Je ne t'ai pas offert la vie que tu méritais. Mais j'espère t'avoir rendu un peu de lumière avant la fin. Les machines bipèrent lentement. Son regard s'éteignit doucement. Elle s'en alla. Avec ce souffle ultime que seules les mères peuvent donner. Celui de la vérité. Je suis resté seul. Dans cette chambre grise. Avec la lettre dans une main. Et une autre origine dans l'âme. Et alors que j'ouvrais lentement l'enveloppe, une phrase me sauta aux yeux. Caleb, je suis ton père. Et je suis fier de toi, même sans que tu me connaisses. Il m'a fallu plusieurs jours avant de répondre à la lettre d'Abdoulaye. Je la relisais chaque soir, assis au bord de mon lit, les coudes sur les genoux, le cœur en vrac. Ces mots étaient simples. Sans fioritures. Sans excuses vaines. Je ne te demande rien. Je voulais seulement que tu saches que tu n'étais pas né de la honte, ni de la peur, mais de l'amour. Et que, même de loin, je t'ai suivi. Et même dans l'ombre, j'ai espéré. Je n'ai pas su comment écrire. Alors j'ai pris le carnet noir. Celui d'avant. Celui du sol. Et j'ai noté en page blanche. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir un père. Mais je sais ce que c'est de devenir un homme malgré tout. Si tu veux marcher un bout de chemin à mes côtés, je suis là. Je lui ai envoyé ça. 2 jours plus tard, il m'attendait à la gare routière de Saint-Louis. Une ville ancienne, silencieuse, bordée par l'océan. Je descendis du bus, cherchant un visage. Je le vis. Un homme grand, sec, les cheveux grisonnants, une chemise bien repassée malgré le vent. Il tenait dans la main un livre. Un livre que j'avais cité dans ma première conférence, Les graines de la résilience. Nos regards se croisèrent. Et ce fut comme un miroir. Un reflet oublié. Un écho. Il avança vers moi, les mains tremblantes. Caleb, Abdoulaye, mon fils. Ce mot, sorti de sa bouche. Simple. Mais il brisa un barrage en moi. Je ne répondis pas. Je posai simplement ma tête sur son épaule. Et il me serra. Pas fort. Mais comme si tout son corps, tout son passé, tout son silence, s'excusait enfin. Nous avons passé des heures à parler. De ses choix. De ses regrets. De sa vie. Et de la mienne. Je lui ai raconté mon projet. Les centres. Les jeunes. La rue. La boue. La lumière. Il m'écoutait avec les yeux humides. Puis il m'a dit. Tu m'as dépassé, Caleb. Tu es devenu un géant, sans marcher sur personne. Tu as bâti une armée de lumière, à partir de tes ténèbres. Avant de partir, il m'a donné un objet. Un vieux stylo plume. Rangé dans une boîte en cuir. C'est avec ça que j'écrivais mes poèmes. Je ne savais pas qu'il allait un jour servir à mon propre fils. Je l'ai pris. Et ce jour-là, j'ai compris que tout ce chemin, toutes ces années, n'avaient pas été vaines. Je ne cherchais plus à savoir d'où je venais. Je le portais désormais en moi. Et j'étais prêt à écrire le dernier chapitre. Celui de la promesse tenue, de l'amour donné, et de l'héritage transmis. 1 an plus tard, le soleil frappait doucement les vitres du tout nouveau siège de Caleb Project International, situé dans un quartier moderne de Dakar. Un immeuble à taille humaine, mais à l'âme immense. Chaque étage portait le nom d'un mot, espoir, courage, savoir, respect. Le dernier étage s'appelait Aïssatou, parce que c'est là que tout avait commencé. Aujourd'hui, le projet s'était étendu dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Plus de 20 000 jeunes accompagnés. Des partenariats internationaux. Et une reconnaissance mondiale. Mais ce n'était pas ça, ma plus grande fierté. Ce matin-là, dans la grande salle vitrée du rez-de-chaussée, des dizaines de jeunes entraient, l'un après l'autre, pour la cérémonie des premiers mentors. Chacun d'eux avait un parcours brisé. Chacun d'eux avait survécu. Et chacun d'eux avait choisi, comme moi autrefois, de tendre la main à un autre. Je regardais tout cela aux côtés d'Abdoulaye, mon père. Silencieux, digne. Il m'accompagnait désormais dans certaines conférences, partageant son expérience d'ancien instituteur et son rôle retrouvé de père. Et près de moi, assise avec élégance et lumière, il y avait Mariam. Elle n'était pas seulement la femme que j'aimais. Elle était mon ancrage, ma clarté. Et ensemble, nous préparions un ouvrage. Du sol au sommet, mémoire d'un jeune invisible. Mon histoire, racontée avec la justesse de ses mots et la vérité de ma voix. Aïssatou n'était plus là. Elle s'était éteinte paisiblement quelques mois après m'avoir vu recevoir un prix international. Ses derniers mots avaient été « Tu as tenu ta promesse. Tu as sauvé plus d'une vie.
tu as sauvé la tienne. Elle repose désormais au pied d'un baobab, derrière le premier centre de Caleb Project. Et chaque année, les jeunes viennent y planter des fleurs. Et des lettres. J'ai moi-même laissé un message, gravé sur une pierre. Merci d'avoir vu en moi un homme, quand je n'étais encore qu'un garçon effacé. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement un ancien sans-abri devenu millionnaire. Car l'argent n'est rien si l'on ne sème rien. Je suis un semenceur d'avenir. Un fils retrouvé. Un amoureux libre. Et un porteur de flammes. Et à ceux qui m'écoutent aujourd'hui dans les conférences, je dis toujours. La vie ne t'attend pas pour t'écraser. Mais toi, tu n'as pas besoin de permission pour te relever. Car même né dans la poussière, tu peux devenir celui qui soulève les autres. Et c'est ainsi que s'achève mon histoire. Pas par une chute, mais par une ascension. Silencieuse, improbable et incroyablement vraie.